Ok, on va commencer. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, je m'appelle Vincent Constant. Aujourd'hui, on va parler de décret tertiaire et on va parler de tous les enjeux qui sont relatifs aux data pour mener à bien ce long projet qui va durer 30 ans pour le décret tertiaire. Et on va voir comment on peut s'appuyer sur un système de management de l'énergie pour automatiser la transmission des données vers la plateforme de l'État, plateforme qui s'appelle Opérate, qui est déjà en ligne, qui est déjà opérationnelle à moitié, parce qu'aujourd'hui, on peut encore que créer son compte. Mais c'est qu'une question de temps pour qu'on puisse commencer à l'utiliser pleinement. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Vincent Constant, je suis Energy Manager chez Citron. Comment on passe à la page? Je suis Energy Manager chez Citron. Donc, ma mission, c'est d'accompagner les entreprises, les collectivités et les bailleurs vers la définition d'une stratégie énergétique à court, à moyen et à long terme. Donc, les Energy Managers comme moi, on fait de l'audit énergétique réglementaire de manière ponctuelle, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais on fait également de l'énergie management. Donc, on suit nos clients et on optimise les consommations sur la durée. Je suis accompagné d'Adrien Pinto. Moi, je suis coordinateur technique chez Citron là, depuis un an. L'idée, c'est que je fais en sorte que tout se passe bien sur la roadmap, dans l'élaboration, dans le choix des technos et aussi du coup au sein de nos squads de développeurs, à savoir mettre en place des outils qui nous permettent d'être sereins sur le développement et du coup de tenir notre roadmap sur l'année et sur les 3 ans à venir. Alors, on a bien entendu envie de répondre à toutes vos questions qui sont probablement nombreuses comme d'habitude. L'idée, c'est que pour qu'on puisse y accéder et pour qu'on puisse les traiter de la meilleure des manières, je vous invite à les poser dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre page. Et si vous voulez utiliser l'onglet Converser, ce sera uniquement pour discuter de différents sujets entre vous. Si vous voulez qu'on puisse traiter vos questions, c'est vraiment dans l'onglet Q&R. On a même fait une slide là-dessus, c'est dire si c'est important. Ouais. Donc, on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. Donc, ce webinaire, c'est le 3e de la saga Citron décret tertiaire webinaire, si on peut l'appeler comme ça. Au premier, donc il y a maintenant un mois, on a parlé des 3 premières étapes à mettre en place dès cette année pour le décret tertiaire. On a parlé il y a 15 jours de comment détecter le gaspillage énergétique, comment mettre en place des actions de performance. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la data, donc le thème du SME et comment automatiser la transmission de ces données vers Opérate. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de l'audit, le dossier technique de modulation et plus généralement comment s'appuyer sur son audit énergétique réglementaire pour construire un dossier technique de modulation parce qu'il n'est pas composé que d'un audit réglementaire. Il y aura également d'autres pièces qui le composent, mais je ne vais pas encore vous spoiler. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, nous sommes Citron. Donc, Citron, qui sommes-nous? Nous sommes une PropTech. Donc, une PropTech, c'est une entreprise jeune qui grandit vite en s'appuyant sur le digital dans le secteur de l'immobilier. Notre objectif, c'est clairement d'accélérer la transition énergétique des bailleurs, des collectivités et des entreprises. Et pour faire ceci, on propose 2 types de prestations. La première, c'est Citron Énergie, qui est une plateforme web Big Data qui permet de centraliser et de collecter toutes les données inhérentes à un bâtiment ou à un patrimoine immobilier pour les centraliser, les analyser et les restituer de manière simple et efficace. L'idée, c'est qu'on va toucher tous les acteurs du bâtiment pour leur offrir une expérience optimisée en termes de gestion de l'énergie. Ça, c'est la première prestation. La deuxième, elle est intellectuelle. Donc, on a des experts en transition énergétique qui s'appuient sur nos outils tels que Citron Énergie, il y en a d'autres, hein, et on accompagne nos clients, donc soit de manière ponctuelle à travers la réalisation d'audits, soit de manière sur le long terme pour définir des stratégies énergétiques, mettre en place des actions et être sûr que ces actions aient l'impact attendu. Voilà. Donc, on fait, je crois que j'ai tout cité en termes de prestations qu'on peut faire. Ouais, il me semble que c'est assez complet. Alors, le décret tertiaire, je vous propose de passer rapidement dessus. Je pense que vous commencez à le connaître, mais on va en parler un petit peu. L'idée, c'est que ce décret tertiaire, il est issu de la loi Elan qui est sortie en 2018. Le décret, lui, est sorti le 23 juillet 2019. Il a été mis en application récemment par un arrêté tertiaire, donc le 10 avril, et qui spécifie donc toutes les modalités, enfin, en tout cas une partie des modalités d'application du décret. Donc, ça va concerner toutes les surfaces tertiaires. Donc, une surface tertiaire, c'est en opposition au secteur primaire et secondaire. Donc, c'est tout ce qui n'est pas extraction et transformation de matières premières. Toutes les autres types d'activités sont concernés. Donc, si sur un bâtiment, on a une surface totale
tertiaire de plus de 1000 m², il est assujetti au décret et il doit donc respecter deux obligations. Et la première de ces obligations, c'est de suivre ses consommations. Donc ça, c'est dès 2020, on est obligé de mettre en place un outil de suivi des consommations qui soit en interne ou externalisé. La deuxième étape de cette première étape, c'est d'historiser ces consommations. On va être obligé d'aller chercher un maximum d'historique pour pouvoir d'abord savoir ce qu'on consomme et déterminer surtout une année de référence la plus efficace possible. Et je vais revenir, bien entendu, sur ce sujet de l'année de référence qui est crucial. Donc ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est qu'on va avoir une obligation de réduction de ces consommations. Donc, pour le tourner un petit peu différemment d'habitude, l'idée, c'est que tous les bâtiments vont devoir atteindre un objectif en valeur absolue par catégorie d'activité. Donc, tous les bâtiments vont devoir se mettre en règle, mais pour les mauvais élèves, il va falloir faire 40%, 50% et 60% d'économie d'énergie d'ici 2030, 2040 et 2050. Donc, les dates clés pour les projets énergétiques, c'est tout d'abord en 2021, on va définir cette année de référence, on va la renseigner sur Opérat après avoir créé son compte. On va définir tout notre patrimoine immobilier et on va déclarer la première année de consommation qui correspondra à l'année 2020. Si vous n'avez pas choisi d'année de référence, par défaut, on prendra l'année 2020 comme année de référence. Alors, on a choisi de mettre l'année 2022 comme le troisième audit énergétique réglementaire. Tout le monde n'est pas forcément concerné, mais on va voir que c'est un outil plus que jamais essentiel, primordial pour définir toutes les actions possibles dans un bâtiment et surtout élaborer un plan d'action efficace qui nous permette d'atteindre les objectifs fixés. En 2025, il va falloir déposer un dossier technique de modulation si nécessaire. La modulation, ça correspond à réduire l'objectif initial s'il y a des contraintes particulières sur un patrimoine immobilier, plus généralement sur un bâtiment. Par exemple, sur un bâtiment qui serait classé, on ne pourra pas faire de travaux sur l'enveloppe extérieure, puisqu'on viendrait nuire à la qualité de la façade, donc nuire à la qualité du bâti, à la valeur patrimoniale. Et donc, il y a une possibilité de dire qu'on ne peut pas faire cette action et donc on peut éventuellement ne pas atteindre l'objectif escompté. La deuxième possibilité, c'est si certaines actions d'efficacité énergétique sont trop onéreuses et ont un temps de retour sur investissement trop long, alors on pourra donc les déduire de l'objectif total. Mais l'idée, c'est toujours d'aller explorer toutes les pistes en termes d'efficacité énergétique. Donc, il faudra construire un dossier qui va vraiment explorer toutes les possibilités en termes de réduction des consommations et qui va dire, voilà, cette action et cette action ne sont pas réalisables, donc on peut ou non moduler l'objectif. En 2030, il faudra avoir justifié de 40% de baisse des consommations, 2040, 50%, et 2050, 60% de réduction des consommations. 2050, oui, il y a une erreur là-dedans. 60% de réduction des consommations, et ça sera votre 30e dépôt de vos consommations sur Opérat. C'est donc un long projet qui est organisationnel et technique, et il va falloir se préparer comme il faut, donc rien de tel que s'appuyer sur un SME qui soit efficace. Effectivement. Alors, chez Citron, rapidement, on a mis au point une méthodologie de réponse au décret tertiaire qui se décline en 6 étapes. Et l'idée, c'est que si on respecte ces 6 étapes, on peut atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire. Alors, la première étape, c'est de s'organiser avec les différentes parties prenantes du projet. Donc, il faut donc rencontrer le propriétaire si on est locataire et définir qui va porter quelles actions en termes d'efficacité énergétique, qui va porter le projet, qui va être l'assujetti référent. Et donc, en fait, on va faire de la gestion de projet, on va s'organiser pour marcher main dans la main pour l'accomplissement de ces objectifs. La deuxième étape, c'est de mettre en place un système de suivi et de management de ces consommations énergétiques. Vous avez le choix, on va en parler plus longuement plus tard. Vous pouvez faire un tableur en interne, vous pouvez externaliser la prestation, c'est libre à vous et il faut apporter la réponse adaptée en fonction de son bâtiment, bien entendu, ou de son patrimoine. Alors, la troisième étape qui est super importante, c'est le calcul d'une année de consommation de référence idéale. L'idée, c'est que cette année de consommation, cette année de référence, elle va permettre de prendre en compte les efforts que vous avez faits en termes d'efficacité énergétique. Je prends l'exemple d'un bâtiment qui a été rénové totalement en 2018, par exemple. Si on prend 2019 comme année de référence, on n'aura pas tenu compte des travaux qui auront été faits sur le bâtiment. Donc, il faut prendre une année en amont de 2018, justement pour prendre compte du relamping LED, de l'isolation qu'on a pu faire sur notre bâtiment et capitaliser sur les actions qui ont déjà été menées. Ensuite, une fois qu'on connaît le chemin qui reste à parcourir grâce à l'année de référence,
on va définir un plan d'action pluriannuel avec un expert en efficacité énergétique, soit en interne, soit externalisé. Et puis, on va déployer les actions d'énergie. Et chaque année, on va regarder l'impact qu'aura eu les actions qu'on aura déployées. Et on va voir si en fait, ça a eu l'impact escompté, si on a fait plus, si on a fait moins. Et chaque année, il faudra retourner à l'étape 4 et corriger, redéfinir le plan d'action pluriannuel donc à l'aide de votre expert en efficacité énergétique. C'est important de chaque année corriger ce plan pour être sûr qu'on est sur le bon chemin et qu'on va atteindre les objectifs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire sur Opérate. Avant de voir ce qu'un CME peut faire, il faut comprendre ce qui va être attendu sur la plateforme Opérate. Et donc, on va vous présenter ça. Avant de vous présenter les informations à rentrer sur Opérate, il est nécessaire d'introduire la notion d'assujetti référent. L'assujetti référent, c'est aux yeux de l'État, la personne qui va porter le projet. C'est donc la personne qui va créer le compte sur la plateforme Opérate et qui, chaque année, va se connecter avant le 30 septembre pour renseigner tout un panel d'informations patrimoniales et de consommation. L'idée, c'est que la première année, on va rentrer des informations sur son patrimoine, donc le type d'activité, le type, la surface soumise à l'obligation, les parois, on va rentrer beaucoup de choses. Et on va rentrer également l'année de référence qu'on aura calculée au préalable. Chaque année, on va se connecter donc avant le 30 septembre et on va renseigner ses consommations annuelles en énergie finale et ses indicateurs d'intensité d'usage. Au tout début, il faut également renseigner un plan d'action qu'on peut modifier au cours du temps. L'idée de ce plan d'action, c'est de servir de témoignage comme quoi vous avez fait de la gestion de projet, vous avez planifié vos économies d'énergie, vous avez mis la main à la pâte en fait, et vous savez là où vous allez. Donc, c'est en cas de non-atteinte des objectifs, vous avez quelque chose pour justifier les travaux que vous vouliez mettre en place ou que vous avez mis en place. Alors, une petite parenthèse sur les bornes de véhicules électriques. On a la loi LOM qui est en train d'apparaître, qui est en train d'être mise en place. L'idée, c'est que toutes les entreprises vont être obligées d'aller vers des véhicules électriques. Donc, on va avoir de plus en plus de bornes de recharge qui vont aller se plugger sur les bâtiments. Et si vous faites des économies, vous faites de la performance énergétique sur un de vos bâtiments, et que de l'autre côté, vous venez plugger vos véhicules électriques et donc augmenter la consommation de ce bâtiment, ben, la consommation va être biaisée. C'est donc important de compter combien on consomme avec ces véhicules électriques et le restituer sur la plateforme Opérate pour que ce soit déduit de la consommation totale. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment à prévoir. On va pouvoir renseigner la modulation, comme je vous l'ai expliqué. Et un dernier module que je voudrais vous introduire, c'est le module de répartition des économies. Je vais m'expliquer un petit peu clairement. On imagine que dans votre parc, vous avez 2 bâtiments, qu'au bout des 10 ans, vous avez atteint 45% d'économie sur un bâtiment et 35% d'économie sur l'autre bâtiment. Mais on va pouvoir se servir de ces 5% pour transvaser sur le bâtiment qui n'a pas atteint ses objectifs. Donc, on pourra vraiment… Alors, bien sûr, on ne parle pas en pourcentage, hein, on parle en cagnotte de kilowattheure, en kilowattheure unitaire, mais on pourra se servir des économies générées en plus pour les réaffecter à un autre bâtiment. Donc ça, il faudra pouvoir le faire sur la plateforme Opérate. Ah oui, alors, petite précision, si votre activité, vous avez le sentiment qu'elle n'est pas indiquée dans Opérate, alors le premier réflexe, c'est bien entendu de se rattacher à l'activité la plus proche de la vôtre. Et si les objectifs ne sont pas du tout en accord avec votre activité, puisqu'elle est vraiment différente, vous pouvez demander la création d'une nouvelle activité à travers un dossier qui va être présenté dans le prochain arrêté. Donc, vous déposez ce dossier-là et votre proposition, elle sera traitée dans un délai de 9 mois et on créera ou non la nouvelle activité. Ouais. Sachant que les sous-catégories, il y en a beaucoup. De ce que Hiro disait, c'est qu'il y en a déjà… c'est vraiment pour les cas particuliers, quoi. Alors, avant de parler de l'enjeu data, de ce qui est important, on va parler de comment est-ce qu'on calcule notre consommation. L'idée de cette slide, c'est que alors elle a l'air un petit peu compliquée, mais en fait, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre comment Opérate va calculer votre consommation énergétique, justement pour pouvoir définir votre année de référence et pour pouvoir mieux comprendre l'objectif qui va vous être attribué. L'idée, c'est que votre consommation, elle va être divisée en 2 types de consommation. La consommation relative au CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, qui va être pondérée par les DGU, ce qu'on appelle les DGU, donc c'est les degrés jour, la rigueur climatique. Donc on ne parle pas de consommation brute, on parle de consommation unitaire. C'est-à-dire s'il a fait plus froid un hiver qu'un autre, il faut ramener à ce qui est comparable. Et donc on pondère cette consommation par la rigueur climatique.
La deuxième composante, c'est la composante use qui va être relative à l'intensité d'usage. C'est pour ça que ça va être très important de chaque année renseigner ces indicateurs d'intensité d'usage. Alors aujourd'hui, dans le premier arrêté qui est sorti, on a les modalités de calcul pour la partie CVC et pour la partie use, ça va sortir sous peu puisqu'on a déjà un projet qui a été émis par le gouvernement. Toutes ces valeurs en valeur absolue et toutes les modalités de calcul vont être spécifiées dans cet arrêté. Et donc, chaque catégorie aura son indicateur ou ses indicateurs en fonction, bien sûr, de la nature de ses activités. Alors, soit on connaît déjà sa consommation. Donc là, c'est assez simple. Alors, ça a l'air un petit peu barbare, mais c'est vraiment simple. En fait, on fait juste un produit en croix en fonction de la rigueur climatique extérieure. Soit on ne la connaît pas et l'État nous propose de nous donner un estimatif de notre consommation de chauffage en appliquant une formule générique qui est applicable à tous les bâtiments et qui va dépendre de la surface chauffée principalement. Voilà, je crois qu'on a bien discuté des modes opératoires, des fonctionnalités attendues sur Opérate. Donc maintenant, on va parler des enjeux data. Oui. Et du coup, pour les enjeux data, donc, comme vous avez pu le voir sur les formules notamment, il y a beaucoup de données qui en découlent. Donc, pour faire ces calculs-là, on a besoin de récupérer donc, notamment les DGU sur 10 ans, etc. Et du coup, on va voir en fait qu'est-ce que représente un peu le volume de données qu'on va avoir par rapport à ça. Et notamment, donc, dans le choix, nous, on va partir du point de départ de décret tertiaire qui est le choix de l'année de référence. Et on va voir la quantité de données qui en découle. Donc pour ça, comme l'expliquait Vincent, donc le choix de l'année de référence est vraiment très important car c'est vraiment notre base sur quoi on va s'appuyer et sur quoi on va faire nos économies sur 2030, 2040, 2050. Donc la première étape au final, c'est aller récupérer les données via chez notre fournisseur. Donc c'est soit via les factures, soit via les compteurs, soit via les gestionnaires de réseau, donc Enedis ou GRDF. Dans cette partie-là de récolte de données, ce qu'il faut avoir comme notion, c'est la notion de complétude de données. C'est-à-dire que nous, pour notre année de référence, on va devoir prendre une année entière. Donc, on verra après pour… là, actuellement, là, sur les exemples, on a pris des années civiles, mais il faut savoir que c'est des années glissantes. Mais on reviendra dessus après. Mais l'idée, la notion de complétude des données, en fait, c'est d'être sûr d'avoir 365 jours pour notre année de référence. Après, comme l'a expliqué Vincent, du coup, dans les calculs, la consommation brute qu'on va prendre du coup, pour notre année de référence, elle va être ajustée en fonction de la rigueur climatique et aussi en fonction des indicateurs d'intensité d'usage. Et c'est là où on va voir, donc, dans le cas qu'on a pris sur cette slide-là, c'est que typiquement, en haut, on a l'historique de consommation brute. Et donc, si on analyse cette consommation brute, on a envie de prendre 2016 comme année de référence, en fait, parce que c'est l'année qui a le plus consommé et c'est celle où on va optimiser nos réductions énergétiques, les plans d'action qu'on va mettre en place. Du coup, c'est l'année la plus consommatrice, donc potentiellement, on va faire le plus d'économies. Voilà. Donc, après pondération du coup de cette consommation brute, on s'aperçoit qu'en fait, en appliquant la rigueur climatique, par exemple, au final, c'est 2015 qui est l'année de référence. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que juste récupérer les données de consommation brute ne permettent pas de choisir la bonne année de référence et on a besoin d'avoir une méthode on doit appliquer les méthodes de calcul pour être capable de choisir cette année de référence. Okay. On peut prendre l'exemple avec 2020. Sur 2020, vous allez probablement pour la majorité d'entre vous consommer beaucoup moins que les années précédentes. Pourtant, 2020, ça peut être une année de référence, même si vous consommez moins. L'idée, c'est qu'on va réajuster en fonction de l'occupation et en fonction aussi des paramètres climatiques. Donc, en fait, ce n'est pas parce que 2020, vous avez moins consommé que c'est nécessairement une année bonne en termes d'efficacité énergétique. Et c'est tout le message qu'on essaie de faire passer à cette slide. Exactement. Et du coup, pour revenir sur l'année de référence, qui peut être une année glissante, ça veut tout simplement dire que, donc là, dans notre cas, on a pris des années civiles pour simplifier un peu l'exemple, mais l'idée, c'est qu'on peut prendre, en gros, il faut 12 mois consécutifs, c'est-à-dire qu'on peut prendre de mars à mars, mais voilà, c'est tout, il faut juste être conscient de ça, et sachant qu'après, on vous montrera sur la démo, du coup, comment ça peut jouer, du coup, sur le choix de l'année. Ça démultiplie les possibilités. On a 12 années entre guillemets par an qui peuvent être sélectionnées. 12 années. 120 années de référence qui peuvent être différentes en fonction du bâtiment. Exactement.
Donc nous, ce qu'on s'est dit pour que vous vous rendiez compte un peu du volume de données en fait que ça engendre, on s'est dit on va prendre pour un bâtiment toutes les données nécessaires en fait à saisir sur Opérate et dont on a besoin pour les calculs. Donc pour les calculs, on va avoir besoin du coup de la surface sur laquelle on va du coup la surface applicable, la consommation de tous les fluides de période de facturation du coup sur le bâtiment. Donc les DJU donc, qui sont séparés en degré jour été et degré jour hiver. Donc ça, ces données-là, on en a besoin sur 10 ans. L'auto d'occupation, donc ça, c'est des plannings d'ouverture qu'il va falloir aussi saisir et du coup, c'est dans les indicateurs d'intensité d'usage. Le nombre de postes et le nombre d'employés. Donc là, on a pris un cas du coup pour un bâtiment de bureau standard. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un bâtiment, on va se retrouver avec 1584 données à saisir. Au minimum. Au minimum, voilà. Ça, c'est le cas le plus simple qu'on ait pris. Sachant que, bien entendu, sur les types de données qu'on a, on a des données qui sont susceptibles de varier beaucoup sur 10 ans et d'autres qui varient beaucoup. Par exemple, la surface, ce n'est pas quelque chose qui varie beaucoup, mais typiquement, on peut avoir des extensions. Typiquement, on récupère une partie du bâtiment qui n'était pas tertiaire et du coup, on la transforme en bureau. Sur la consommation du coup, pour tous les fluides et périodes de facturation. Oui, alors l'idée, ça rejoint la complétude des données, c'est qu'il faut sur une facture récupérer la conso, mais il faut également récupérer la date de début et la date de fin de la facture pour être sûr et certain qu'on aura cette notion de complétude sur la fin. Donc on a l'impression en fait qu'il n'y a pas beaucoup de données comme ça, mais quand on creuse un petit peu, qu'on rentre un peu dans le détail, on se rend compte qu'il peut y avoir énormément de données. Et là, on est sur un bâtiment qui est simple dans le sens où il y a juste de l'électricité et du gaz. Il n'y a pas de sous-comptage. Après, si on a des données, par exemple, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les véhicules électriques, c'est encore une donnée à rajouter. Et des données comme ça, on va le voir, mais il peut y en avoir vraiment beaucoup plus que 1584. Ouais, effectivement. Donc, c'est vraiment le cas simple. Et donc, dans ce cas simple, même d'ailleurs, je reviens sur les DJU, c'est-à-dire qu'on a pour un bâtiment, donc on va prendre les données météo d'une station météo qui est la plus proche du bâtiment. Mais après, il faut imaginer que dès qu'on a un bâtiment qui est plus sur la même station météo, ça rajoute des données en plus. Ça rajoute 264 fois le nombre de stations météo du nombre de bâtiments qu'on a. Donc là, le petit graphe à droite, en gros, il montre juste que typiquement, pour un bâtiment, on a 1584 données. Pour 300 bâtiments, on va avoir presque 500 000 données. Donc, je vous laisse imaginer sur un parc de 1000 bâtiments combien ça représente. Donc, l'enjeu, en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir un volume de données très important à saisir. Et qui dit volume de saisie important dit aussi potentialité d'erreur. Et donc, dans ce cadre-là, pour répondre donc, au décret tertiaire, donc, pour télédéclarer du coup nos consommations sur Opérate, on va avoir le choix donc, de soit le faire par soi-même, donc en interne avec un outil qu'on développe, utiliser Excel par exemple, ou utiliser un SME. Donc nous, l'idée c'est qu'on va vous présenter du coup la façon Excel qui est en fait dans toutes les entreprises, donc Excel ou un autre tableur d'ailleurs, qui est un outil qui est utilisé un peu pour résoudre toutes les problématiques d'une entreprise. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Excel, c'est un outil qui permet de solutionner quasiment tous les problèmes. Mais par contre, on ne peut pas scaler avec cet outil-là. C'est-à-dire que, comme je vous disais, pour un bâtiment, par exemple, on peut s'en sortir avec Excel. Pour 2 bâtiments aussi, 3 bâtiments aussi, mais dès qu'on dépasse ces 10 bâtiments, ça devient un peu un casse-tête. Et donc, dans cette idée-là, Excel, c'est vrai que c'est un outil qui semble gratuit au premier abord et tout le monde connaît, c'est utiliser un tableur et il permet de fonctionner en ligne. Donc ça, c'est des petits avantages qui, au final, se transforment entre guillemets en désavantages dans le sens où typiquement, il n'y a pas de vraie formation Excel, c'est-à-dire que tout le monde met Excel sur son CV, mais pour pousser Excel à son maximum et du coup pour répondre aussi au décret tertiaire, il va falloir faire les calculs des DJU par exemple, va falloir vraiment pousser cet outil-là au maximum et tout le monde n'est pas dans la capacité de le faire. Donc ça va dans du coup les... Pardon, excusez-moi, petit moucheron. Du coup, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, des inconvénients du coup d'Excel, c'est tout simplement que on va augmenter du coup les risques d'erreur. On va aussi avoir de la saisie donc très répétitive, ce qui est du coup je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le côté
on va augmenter la probabilité d'erreur en fait, de saisie. Excel est un outil, on a vite fait de… La saisie à la main, on est presque sûr et certain que sur 500 000 données, il y aura forcément une ou deux erreurs. Et puis en plus, si on commence à faire du partage, c'est-à-dire que le document est modifié par une personne, remodifié par une autre, c'est rapidement source d'erreurs humaines, ce qui est en soi normal. Puis voilà, comme Adrien le disait, ça demande une expertise qui est très poussée sur le calcul. Donc au final, l'outil qui semblait gratuit au début, au final, il demande une ressource en interne très importante et il n'est plus gratuit. Après, voilà, c'est encore une fois, on apporte la réponse technologique en fonction du parc immobilier qu'on a. Exactement. Voilà. 2 bâtiments, ce ne sera pas la même réponse que 300. Exactement. Par opposition. Donc, par opposition du coup au système de management de l'énergie, où du coup ses principales fonctionnalités sont quand même de collecter du coup toutes les données dont on va avoir besoin pour répondre, pour visualiser en fait ses consommations énergétiques, avoir une photo de ses données patrimoniales, c'est-à-dire qu'on est capable d'évaluer son parc à tout moment de l'année et ensuite aussi de récupérer toutes les données des capteurs et des compteurs électriques. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un outil pour manager tout son parc immobilier. Donc, les fonctionnalités attendues au final d'un système de management de l'énergie, c'est simplement d'avoir des tableaux de bord intelligents donc, qui vont permettre justement de sortir les données dont on a besoin. Donc, c'est au final des KPI pour gérer son parc de bâtiments. D'analyser aussi, donc, quand on parle d'outils d'analyse puissance, c'est-à-dire que nous, derrière, on a des algorithmes qui permettent d'aller sortir justement des données qu'on ne peut pas sortir via notamment un Excel sans vraiment pousser à l'extrême certaines fonctionnalités d'Excel. Les alertes qui vont nous permettre typiquement de voir les dérives, de voir les surconsommations, les dépassements de puissance. Les dépassements de puissance, enfin, tout ce qui ne va pas en fait, et du coup d'être alerté directement sans qu'on aille chercher la donnée. Ce qui effectivement, par exemple, comparé à Excel, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va devoir aller chercher nous-mêmes et aller tirer la donnée. Ça se fait automatiquement normalement sur un SME. Le contrôle de la facturation qui permet la validation en fait de la donnée, c'est-à-dire qu'on va être capable de recalculer. En fait, toutes les factures énergétiques, on les recalcule en prenant vos contrats d'énergie. On recalcule la donnée fournisseur pour être sûr qu'elle est valide et qu'il n'y ait pas d'erreur de facturation. Et du coup, la notion de complétude de données, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'année de référence, qui va nous permettre du coup de savoir où est-ce qu'on a un trou de données. Donc ça, on va vous montrer tout à l'heure, notamment sur la plateforme Citron, comment ça se présente. Et du coup, le reporting opérate qui nous permettra du coup de télétransmettre toutes ces données-là. Donc ça, c'est ce qu'on attend d'un SME. Et dans ce cadre-là, donc on va vous présenter ce que notre outil fait. Donc nous, pour le décret tertiaire, on a commencé à travailler dessus, mais pour l'instant, c'est en bêta, c'est-à-dire qu'on utilise des fonctionnalités, on les a mis en place, mais on les utilise qu'en interne pour l'instant pour tester plusieurs ergonomies, tester plusieurs… En fait, l'idée, c'est que le dernier arrêté n'est pas encore sorti, donc toutes les valeurs ne sont pas encore fixées, arrêtées. Donc, on attend que toutes ces valeurs soient arrêtées pour finaliser le produit, mais on veut déjà faire une majorité de fonctionnalités. Enfin, tout ce qui est déjà sorti, en fait, on peut déjà le traiter. On peut déjà le traiter. On passe directement à la démo, de Citron. Hop. Alors. Hop. On va se mettre là-dessus. Hop. Je pense qu'on ne partage pas l'écran. Nouveau partage. Là. À gauche. Attends. Nouveau partage. Là. Ah oui, ici. Ouais. Non, en dessous. Ouais. C'est bien. Yes. Vas-y. Partager l'écran. Hop. OK. Alors, bienvenue sur Citron Énergie. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc, ici, on est sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil permet de visualiser sur une map l'ensemble du parc de bâtiments. Donc, là, ici, on est sur du coup, un client qui nous a autorisé du coup, à montrer 2 bâtiments de son parc, et donc, qui est la collectivité départementale de l'Essonne.
Ici, on présente le parc de bâtiments donc, de manière géographique. Donc, ce qui nous permet du coup de voir son parc. Donc ici, on n'a que 2 bâtiments, mais bien sûr, on peut en avoir une infinité. L'idée ici, c'est qu'on a les chiffres clés de notre parc, avec notamment la surface, le nombre de PDL qui est actif sur ce parc-là. Donc, on a toutes les différentes données. Et ensuite, donc, nous, ce qui nous intéresse dans le cadre du décret tertiaire, par exemple, c'est la typologie de bâtiment. Donc, nous, cette donnée-là, on l'a, c'est-à-dire que chez tous les clients Citron, on va être capable de récupérer tout le parc assujetti par le décret tertiaire. C'est-à-dire que nous, on a les données de surface, on a la typologie du bâtiment, et donc potentiellement, un bâtiment qui a plus de 1000 m² de surface sera assujetti au DT. Donc nous, on va le mettre dans la liste des bâtiments à traiter dans le cadre du décret tertiaire. Juste, il y aura un cas particulier à rajouter à la main, parce que Citron ne peut malheureusement pas tout savoir. C'est si on a un site qui fait moins de 1000 m² qui va être compris dans un site, on peut prendre l'exemple par exemple d'un centre commercial. Là, on connaîtra la surface de la boutique, mais on ne connaîtra pas la surface du bâtiment total. Donc, il y aura quand même un travail pour les plus petits bâtiments à aller faire en interne. C'est ça. Sachant qu'on a la fonctionnalité de zone dans le bâtiment qui nous permettra justement de faire cette partie-là. Okay. Donc ici, on a les indicateurs clés, donc les KPI, donc avec les consommations d'électricité, les consommations ici de réseau de chauffage urbain. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une espèce de synthèse de son parc, voilà, avec la répartition des coûts énergétiques sur l'année en cours. Donc nous, ce qui va nous intéresser, donc ça va être 2 choses. Ouais. Donc, on va s'intéresser au reporting annuel. Donc, comment est-ce qu'on va transmettre la donnée? Comment on va être sûr qu'on envoie en plus une donnée qui est valide à Opérate? Ce serait un désastre d'envoyer une donnée qui serait incomplète. Donc, ça, on va voir comment on le fait. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un SME pour faire une année de référence, pour calculer une année de référence qui soit la plus optimisée possible. Effectivement. Donc, on ne va pas avoir le temps de présenter tout Citron, malheureusement. On va aller dans l'onglet suivi temporel. Je voulais juste faire montrer du coup la donnée des sites, genre, juste pour que vous compreniez que ici on retrouve l'ensemble de nos sites avec toutes les informations patrimoniales de tout son parc. C'est-à-dire qu'ici on peut rechercher, donc, peu importe le nombre de sites qu'on a, on peut accéder directement au bâtiment qui nous intéresse et aller voir les différentes caractéristiques de ce bâtiment-là, avec les PDL qui sont reliés, etc. Du coup, suivi temporel, Vincent. Alors, suivi temporel. Alors, l'idée, c'est que d'abord, on a un premier fil qui nous permet d'aller sélectionner un périmètre spatial et temporel. Donc, on peut sélectionner un site, on va en prendre un en exemple. On va prendre un petit bureau, par exemple. Et on va sélectionner, par exemple, la période 2019. Hop, voilà. Okay. On filtre. Et l'idée, c'est que là, donc Citron Énergie, il va collecter les données des factures automatiquement, qu'il va restituer sous forme de dashboard. Donc, d'abord, on a une synthèse des consommations. Donc, on a consommé 349 000 kWh en énergie primaire et on a eu 22 000 € de budget. Et si on descend, on a les répartitions des coûts et des consommations. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce graphique-là, c'est l'évolution mensuelle des consommations par énergie. Et donc ça, on est sûr que c'est valide. On va voir comment on fait pour vérifier que ce soit sûr que ce soit valide. Et ça concerne, donc c'est vraiment les données fournisseurs. Donc là, on a l'évolution des consommations. L'idée, c'est que tous nos graphiques sont exportables. Oui, effectivement, ici, par exemple, si je veux ma répartition mensuelle, je vais télécharger du coup mon fichier Excel qui va me donner le même graphe que vous voyez devant vous, avec les sources de données. On va aller plus loin même. On va se connecter directement aux API de l'État. Et l'idée, c'est qu'on va faire un petit bouton, déclarer toutes mes consommations auprès d'Opérate. Et ce petit bouton vous permettra d'automatiser cette déclaration, de ne pas avoir à saisir pour chacun des bâtiments si vous avez un grand parc. Il y aura qu'à cliquer sur un seul bouton pour avoir toutes les données. Exactement. Donc l'idée, c'est qu'on peut exporter toutes les données, donc pour soi, pour le Excel, pour faire des présentations, ce que vous voulez. Et ensuite, dans un second temps, donc effectivement, nous, dans la partie, quand on va rajouter la fonctionnalité décret tertiaire, effectivement, on aura une vision du parc du bâtiment qui est adaptée en fait à répondre aux besoins du décret tertiaire, qui est de faire des économies sur 40%. Donc, vous aurez en fait tous vos KPI orientés décret tertiaire pour chaque bâtiment, site ou zone. Et ce qui vous permettra, du coup, comme tu disais, d'avoir le petit bouton et de télédéclarer sa consommation sur un site ou plusieurs sites à la fois. Alors, comment est-ce qu'on vérifie que la donnée, elle est complète? Alors ça, c'est grâce à la fonctionnalité du contrôle de la facture. Donc ici, on a un onglet complétude. Donc on va se mettre du coup sur le même bâtiment. On peut mettre ici. Hop. Donc on
Pour le bâtiment. Mais toute la donnée. Ouais, ici, donc du coup, l'idée pour voir la complétude, en fait, puisque nous, ce qui nous intéresse pour l'année de référence, c'est de savoir quelles données enfin, sur toutes les données qu'on a, est-ce qu'on a un manque de données. Donc là, typiquement, ça, c'est ce qu'on appelle une heatmap. Et cette heatmap, elle va nous présenter en fait toute la donnée qu'on a entre, donc ici, ça va être août 2020, entre janvier 2016 et août 2020. Et du coup, dès qu'il nous manque une donnée, donc ici, on voit que par exemple, en juin 2016 et juillet 2016, il nous manque de la donnée. Pourquoi il nous manque de la donnée, Vincent, du coup? Parce qu'il nous manque simplement probablement une facture. Donc, sur ce point de livraison-là, on voit qu'on a 100% de données sur tous les mois, c'est-à-dire qu'on a autant de jours qu'il y a dans le mois. Par contre, ce qu'on voit, c'est que sur juin 2016, on a entre 25 et 50% de jours. Et pareil, sur juillet, on a un peu plus de données, mais donc il nous manque au moins une facture. Et si on veut trouver, on veut avoir un peu de détails, il suffit de cliquer sur la vue qui est ici et d'avoir un petit peu plus de détails. Là, on voit, voilà, effectivement, il nous manque de la donnée entre le 10 juin et le 9 juillet. Donc là, la démarche à faire instantanément, dans le cadre du décret, c'est vraiment d'aller contacter son fournisseur et récupérer la facture en question. Nous, ce qui est sûr, c'est que chez Citron, on va se connecter sur les espaces clients, on va tout récupérer, tout ce qui existe comme facture. Et ça arrive souvent que certains fournisseurs, alors ça peut arriver, des erreurs humaines ou alors des erreurs d'automatisation, il peut manquer des factures. Donc voilà, c'est vraiment essentiel d'être sûr d'avoir tout et on fait la demande auprès du fournisseur. Normalement, ils ont 5 ans de facture, donc ils peuvent vous envoyer la facture. Et si ce n'est pas le cas, on peut également, alors c'est en projet, mais peut-être récupérer les données distributeurs, donc les données de compteurs. Ça peut être envisagé aussi. Ouais, effectivement, normalement, vous avez juste à les contacter. Nous, on est même en train de voir pour peut-être automatiser, du coup, typiquement, là, quand on a un trou de données, c'est de pouvoir envoyer directement un mail à nos fournisseurs pour demander les factures de telle date à telle date. Donc, ce qui permet justement d'avoir encore moins de travail à faire grâce à notre outil. Donc là, on a répondu à la première problématique, qui est celle d'envoyer la donnée, d'être sûr qu'elle est complète. Et la deuxième problématique, c'est celle de l'année de référence. Et on va voir comment on fait. Je te propose d'aller sur analyse des données. Ouais. Alors, comparaison temporelle. Hop. On va se remettre sur le même site, du coup. Tac. Sur un petit bureau. On va sur 2018, peut-être. 2018 ouais. Ok. Du coup, on va mettre juste le RCU. Alors, on va s'intéresser pour cette démonstration uniquement au RCU. Pourquoi je voulais expliquer, il y a une partie des données qui a été publiée par l'État, il y a une autre partie qui est en cours de livraison, donc tout ce qui est relatif à l'usage. Donc, si on a une consommation de chauffage qu'on connaît, typiquement ici, ils ont du réseau de chauffage urbain, on est sûr que toute la consommation relative au chaud, en tout cas toute la consommation de RFU, elle est uniquement due à la rigueur climatique. Donc aujourd'hui, on est en mesure de calculer l'année de référence pour cette énergie-là. Et dès que les arrêtés vont sortir, on va sortir la fonctionnalité pour pouvoir justement prendre en compte toutes les énergies et prendre en compte aussi surtout l'usage qui est aussi très important dans l'année de référence. Mais le principe, il reste valable. Si on descend, donc ici, on voit que l'évolution mensuelle année après année. Et ce qu'on voit donc, sur le graphique de gauche, c'est l'évolution sur les années calendaires. Et sur la droite, c'est les années glissantes. C'est donc les années qui courent. La première, elle va courir entre janvier et décembre. La seconde, elle va courir entre février et janvier, et ainsi de suite. Ouais. Donc là, on a la consommation brute. On a fait l'exercice tout à l'heure. On s'est dit qu'il fallait pondérer forcément par DGU. Voilà. Et donc voilà, quand on pondère par DGU, on s'aperçoit que le dernier mois ici, il est supérieur aux autres. Donc c'est assez visuel. Ici, ça prend assez bien l'exemple. Donc celui-là, on voit qu'on a consommé 25-55 kWh par DGU et c'est donc l'année la plus énergivore. C'est très important toujours de ramener DGU. Et ça, aujourd'hui, on le fait sur un an. Demain, on le fera sur l'intégralité de l'espace qu'on a en termes de données. Et je te laisse expliquer le projet des critères CER. Du coup, oui, nous, donc, dans le cadre d'Opérate, l'idée, c'est… Donc nous, on pense surtout aux personnes qui ont des gros parcs de bâtiments. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de passer sur chaque bâtiment et d'aller analyser cette donnée-là. Nous, l'idée, c'est qu'on va l'analyser automatiquement. C'est-à-dire qu'on va être capable par bâtiment concerné, donc par bâtiment assujetti, on va être capable de donner automatiquement en fait, l'année de référence la plus énergivore.
Et ça sera l'année de référence à prendre. C'est la plus optimisée, c'est celle sur laquelle vous pourrez faire le plus d'économies. Du coup, dans le cas du décret tertiaire, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc, l'idée, c'est d'enlever le côté, ce temps-là, en fait, qui coûte beaucoup au final d'aller se balader sur chaque site pour voir pour pouvoir choisir son année de référence. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer d'optimiser ça au maximum. Et après, dans le cadre, donc ça, c'est pour l'année de référence. Et après, dans le cadre du suivi de la télédéclaration, ça sera pareil. C'est-à-dire que nous, on est en train de travailler d'ailleurs sur les dashboards, on a déjà des versions en bêta, etc., pour voir la manière la plus cohérente pour du coup un energy manager pour pouvoir télédéclarer tout son parc en un clic. Voilà. Voilà, je pense qu'on a répondu aux deux problématiques. Ouais. Bien sûr, tout n'est pas encore fini puisqu'il y a l'arrêté qui sort bientôt. Mais on voit qu'en fait, en digitalisant la donnée, en traitant, en centralisant toute la donnée, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc je pense qu'on a fini avec cette présentation Citron. On attend on va même maintenant s'atteler à traiter vos questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Hop. Je l'ai mis en ouais. Non, je l'ai pas en si vous avez de... Hop. Alors, on n'a pas accès aux questions-réponses. Je pense ici. Ouais. Alors, on va repartir du début. On fait une chacun. Vas-y, ouais. Que signifie roadmap? Alors, une roadmap, en fait, c'est simplement chez nous, donc chaque entreprise a une roadmap, c'est-à-dire qu'on définit vers où est-ce qu'on va. C'est-à-dire que techniquement, par exemple, chez nous, chez Citron, le décret tertiaire, par exemple, fait partie de notre roadmap parce que c'est une fonctionnalité qu'on va rajouter sur notre produit. Donc, une roadmap, c'est l'ensemble des fonctionnalités qu'on veut ajouter à notre produit pour répondre à un marché, en fait. Voilà, de manière un peu globale. Alors, pouvez-vous nous envoyer les PowerPoint des différents webinaires? Alors, automatiquement, vous recevez le PowerPoint à la fin du webinaire puisque si vous êtes inscrit. Pour répondre à la question suivante en même temps, j'ai raté les deux premiers webinaires, c'est bien dommage. Oui, vous pouvez les voir en replay sur notre chaîne YouTube. Exactement. Vous tapez, du coup, je crois que le nom c'est Citron, GLS Citron, il me semble, sur YouTube. Oui, je pense. Alors, certaines sociétés conseils signalent que la responsabilité portée par le propriétaire par défaut, est-ce vrai? Alors, effectivement, par défaut, c'est le propriétaire qui a la responsabilité. Maintenant, le locataire a autant de responsabilités que le propriétaire puisqu'il est aussi assujetti, on est vraiment assujettis ensemble. La pénalité, elle est adressée au propriétaire comme au locataire. Donc, 7 500 € de pénalité pour l'un et pour l'autre avec une publication sur le Wall of Shame, donc en fait le mur de la honte où on va nommer le propriétaire comme le locataire. Ok. Alors, les bâtiments construits après 2018 sont-ils exemptés? Alors, après novembre 2018, pour l'instant, les bâtiments ne sont pas encore embarqués, mais l'idée, c'est que là, la législation va évoluer et le législateur, donc Marc Clairaut, prévoit d'embarquer tout le monde, même les bâtiments qui sont après 2020. L'idée, en fait, c'est de réfléchir en termes de consommation totale et pas en termes de qualité du bâti. Moi, personnellement, j'ai déjà audité des bâtiments qui étaient neufs et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire 30% d'économie d'énergie rien qu'avec un pilotage à optimiser. Les bâtiments, un établissement d'enseignement privé rentre-t-il dans le cadre de la loi? Oui. Tout à fait, c'est du tertiaire, même si c'est privé, ça marche aussi. Est-il obligé d'avoir un assujetti référent? Il me semble que chaque locataire peut lui-même déclarer ses consommations privatives. Alors, il faut obligatoirement avoir un assujetti référent. C'est lui qui va renseigner toutes ses consommations. Après, c'est normalement entre propriétaire et locataire qui télédéclare qui est l'assujetti en fait. Mais c'est à définir du coup à l'avance. Alors, ça doit être un cas spécifique. Bonjour, dans quelle catégorie d'activité sur Opérat se situe une agence, donc de plus de mètres carrés bancaires, d'assurance ou autres, qui ont donc une partie accueil et public et une partie bureau? Je n'ai pas trouvé de catégorie pour cela. Alors, il faut savoir que les catégories, elles n'ont pas été toutes données encore, il me semble. Pas toutes données. Ouais, donc ça viendra par la suite, mais normalement, comme théoriquement, vu que vous avez deux activités différentes, vous allez avoir deux catégories d'activités différentes que vous allez renseigner chacune. Ne vous inquiétez pas, toutes les catégories seront renseignées, surtout que votre catégorie elle est quand même assez répandue. Donc, je pense que vous allez pouvoir renseigner tout ça sur Opérat.
Avez-vous une idée du temps à passer moyen pour un bâtiment de 1000 ou 1500 mètres carrés? Alors, ça, un au départ, deux chaque année. Alors, au départ, alors honnêtement, ça dépend vraiment de ce que vous avez à disposition aujourd'hui comme données. Ça dépend de si vous avez réalisé des audits dessus ou non. Vous répondre de manière générique sur tous les Ouais, c'est un peu bâtiments, compliqué. c'est Ouais. vraiment compliqué. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'au départ, honnêtement, Pour un c'est vraiment difficile ouais, de vous c'est répondre. vraiment difficile. Ouais, pour le coup. Après, pour un bâtiment, comme on vous a dit, les données à saisir, ça peut être gérable sur Excel. Après, il faut quand même passer du temps à aller chercher les factures, à aller prendre du coup 10 ans de facture, enfin 10 ans, 5 ans du coup au minimum, et peut-être que vous avez peut-être 10 ans, mais ça peut représenter quand même un. Après, il faut traiter la donnée et je Et vois que la ensuite faire les question, calculs, c'est le voilà. calcul le plus compliqué en fait. Moi, ce que je vois, c'est la question suivante, c'est à combien estimez-vous le temps qu'il faut pour un référent énergie sur le travail des critères tertiaires? Ouais. Moi, je pense que c'est un poste à plein temps et après, ça dépend forcément du temps, surtout de la taille du bâtiment. Si on a 500 bâtiments, c'est pas du tout pareil que si on en a qu'un ou deux. Ouais. Et ça dépend surtout de l'outil qu'on aura choisi pour traiter la donnée. S'il faut développer l'outil, alors là, on est sûr qu'il y a au moins un temps plein, c'est sûr et certain. Et après, si vous avez déjà un outil automatisé que vous avez mis en place et que vous avez déjà un plan d'action, ben, ça se trouve, en fait, vous avez déjà atteint les objectifs. Donc, en fait, le temps à passer, c'est simplement le temps de renseigner son parc et le temps de renseigner ses consos. Ça peut aller vraiment très vite. Ça va dépendre vraiment de quelle réponse vous avez apportée et quelle réponse vous comptez apporter pour le décret. Effectivement. Alors ici, on a le cas du coup, donc je suis un propriétaire d'un bâtiment tertiaire, l'un de mes locataires ne veut pas donner accès à ces données de consommation, comment puis-je faire ma déclaration? Donc ça, il me semble que normalement, c'est un accord entre propriétaire et locataire dès le départ, et je ne sais pas ce qui a été prévu dans le cas de si personne, enfin si tout le monde se renvoie la balle. Alors, théoriquement, vous allez être obligé elle va être obligée en fait de vous donner accès à ces consommations. Ouais. De toute façon, il y aura pas d'autre choix. L'idée, c'est bon, d'abord d'instaurer un dialogue et bon, je suis sûr que vous l'avez déjà probablement fait. Il faudra, si vraiment il n'y a aucune possibilité d'accéder à la déclaration, il faudra le renseigner sur Opérat et il faudra demander une aide à ce moment-là. En tout cas, faudra le signaler. Ok, alors à partir des factures, nous n'avons pas la ventilation sur les étages tertiaires. Donc, avant la ventilation sur des GU, il faut faire la ventilation par usage. Non? Alors oui, tout à fait. Non. Alors, la ventilation, elle est vraiment comprise dans l'onglet CVC, donc dans chauffage, ventilation, climatisation. Aujourd'hui, pour la première arrêté, on n'a que chauffage et climatisation pour calculer les consommations relatives donc, à la production de chaud et de froid. Effectivement, la ventilation, elle pose problème dans le sens où c'est une consommation qui n'est pas nécessairement relative au DGU. Mais l'idée, c'est qu'on on a tenu compte que cette ventilation, elle est relative au DGU. Et on va voir probablement dans le prochain arrêté toutes les modalités relatives au calcul pour la ventilation. Ça va bientôt sortir. Ok. Ensuite, ici, alors c'est vous qui fera la vérification que les données de consommation intègrent bien 365 jours et comment cela doit être fait. Donc déjà pour commencer, il y a la suite, je dirai la suite de la question après. Pour cette partie-là, donc ce qu'on vous a montré du coup sur Citron, donc nous on a une fonctionnalité complétude de données qui permet justement de voir très rapidement ce qui nous manque comme données sur l'année. Et nous typiquement sur la plateforme, on va mettre des alertes en disant, typiquement, si j'essaie de télédéclarer une année de référence où il manque des jours, on pourra voir soit pas le faire, soit au moins alerter l'utilisateur qu'il est en train de prendre une année de référence où il n'y a pas 365 jours d'affilée. Et du coup, comment cela doit être fait, ça dépend du SME utilisé, c'est-à-dire que si vous utilisez Excel, c'est à vous de le faire vous-même, donc de vérifier que sur 10 ans, sur du coup les années sur lesquelles vous avez de la donnée, vous avez bien tous les jours sur l'année. Et après, du coup, sur un SME, normalement, qui est bien fait comme Citron, vous allez pouvoir le faire automatiquement. Alors, l'idée, c'est que en fait, personne dans le gouvernement va aller vérifier que, que votre conso est correcte. Donc, en fait, il faut surtout que vous ne vous trompiez pas au moment où vous faites votre déclaration. C'est impossible pour l'État d'aller vérifier chacune des consommations, c'est injouable. Exactement. Donc, le risque de comparer des années incomplètes, ça c'est sûr, vous avez raison, effectivement, et donc ça peut poser problème sur l'atteinte des objectifs, ça peut poser problème sur l'année de référence, ça peut poser beaucoup de soucis.
Donc, quelles sanctions en cas d'erreur ou modification a posteriori? Théoriquement, aujourd'hui, on ne peut plus modifier a posteriori. Une fois qu'on a déclaré son aide de référence, elle est déclarée. Et en cas d'erreur, en fait, c'est vous que vous sanctionnez, c'est-à-dire Alors, il en me fait, semble. vous allez avoir besoin de faire plus d'économies qu'escompté. Donc, Oui. Et il me semble que si on prend une mauvaise année de référence, je pense que, alors je ne sais pas si ça a été écrit tel quel, mais je pense ça va être la première année d'exploitation qui va être prise à partir de 2020. alors, si on ne déclare pas du tout d'année de Ouais, référence, c'est on ça. va Mais je me avoir par demande, défaut 2020. mais je me demande si Mais du coup, s'il y a erreur sur l'année de référence, ils vont pas utiliser ce. ok, alors ça n'a pas été encore spécifié, Ça n'a mais pas été c'est spécifié, une donc on possibilité. préfère. Ouais. On va pas s'avancer dessus, mais moi je pense qu'ils vont faire ça. Alors, bonjour. Est-ce qu'on peut ramener la consommation de référence au chiffre d'affaires? Alors, chaque activité, elle va avoir vraiment son indicateur d'intensité d'usage, son OC, parce qu'il va y en avoir un spatial et un temporel. Et donc, en fait, une fois que vous allez rentrer votre activité, nécessairement, vous allez avoir comment dire, vos indicateurs qui seront sélectionnés par défaut. On ne pourra pas en fait choisir notre indicateur, il sera vraiment sélectionné par défaut. Ouais, et par type d'activité. En cas de mix énergétique fuel, élec ou gaz plus élec, on doit additionner les consos en kilowattheure, toute énergie confondue, tout à fait. On doit parler en énergie finale, et l'énergie finale, c'est celle qui est sur votre facture. Donc, voilà. Pas d'erreur là-dessus. Voilà. Sachant qu'il y a les coef du coup dans l'annexe avec les équivalents en fonction du type d'énergie. Alors, bonjour, vous ajustez la référence et la comparaison est aussi ajustée par la plateforme. Vous ajustez la référence et la comparaison est aussi ajustée par la plateforme. On ajoute la référence et la comparaison. Je n'arrive pas à comprendre la question. Je ne suis pas sûr. Alors, de ce que j'ai compris, moi pour la question, c'est est-ce que les données que nous, on a sur notre plateforme font bien référence au même calcul que Opérat? Si c'est comme ça qu'on l'a compris, nous, l'idée, c'est qu'on se rapproche le plus possible. C'est-à-dire que c'est comme le cas des impôts quand on va déclarer ses impôts. On a beau recalculer à chaque fois ce qu'on va devoir à l'État et souvent, on ne tombe jamais au centime près. Et donc, l'idée, nous, c'est un peu notre enjeu aussi, c'est de réussir à reproduire exactement le même calcul que chez Opérat, ce qui permet de visualiser avant de déclarer et d'avoir quasiment la même chose que sur Opérat. Alors, quel DGU sera pris en référence? Le décennal, le DGU de l'année de référence. Donc, en fait, ce qui va être pris, effectivement, ça va être le DGU. Alors, il y a plusieurs DGU qui vont être utilisés dans les formules. Il y a effectivement celui de l'année de référence, nécessairement pour faire du produit en poids. Mais celui de base qui va être utilisé pour certaines formules, ça va être plus que le décennal, parce que je crois que c'est sur les 20 dernières années. Je crois que c'est sur les 20 dernières années, ou peut-être décennal. Ouais, il me semble que c'est sur les 20 dernières années. Ouais, c'est ça. Il me semble que... Alors, pourquoi 132 données sur la surface applicable? Une surface est une seule donnée? Non. Alors, moi, j'ai déjà eu le cas sur des bâtiments où, en fait, chaque année, même parfois tous les 6 mois, la surface, elle changeait. C'est-à-dire qu'on a des parties qui ferment, qui sont louées, d'autres qui s'ouvrent sur des bâtiments assez complexes. Et ça peut arriver qu'en fait, la surface, elle se modifie tous les mois. Donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment pris compte de 132 données. Après, j'espère que votre surface ne change pas quand même tous les mois, c'est assez compliqué à gérer. Ouais. Mais c'est dans le cas extrême où on a un bâtiment qui change de surface tous les mois, il faut en tenir compte. Potentiellement, ouais, ça peut évoluer sur des extensions, effectivement des zones qui sont pas forcément dans le tertiaire ou qui jonglent. Comment récupérer ces factures? Les fournisseurs ont-ils une obligation de réponse sur une période de 10 années? Alors, ils ont une obligation légale, c'est 5 ans En gros, vous avez le droit de récupérer jusqu'à 5 ans. Eux, ils sont obligés de les garder. Et au-delà, je ne sais pas, il faudrait voir si peut-être si votre fournisseur il est gentil, il voudrait bien vous envoyer le reste des années. Mais normalement, vous avez au moins 5 ans. C'est-à-dire que si actuellement, vous n'avez rien du tout, vous pourrez récupérer au moins jusqu'à 2015. Alors, 1584 données obligatoires par bâtiment. Le projet d'arrêté distingue des données obligatoires et des données facultatives. Pourrez-vous nous donner votre éclairage sur des données facultatives qui seraient très importantes à renseigner et lesquelles? Alors, je ne pense pas que je vais avoir le temps de parler de toutes les données. L'idée, c'est qu'on est sur 1584, c'est quelque chose de théorique, d'assez conservateur en termes de nombre de données.
Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en donner un maximum de données parce que vous allez voir, avec le prochain arrêté qui va sortir, il va y avoir énormément à renseigner. Mais en tout cas, celles qui sont obligatoires à renseigner, bien sûr, c'est la consommation, bien entendu. Et donc ça, c'est obligatoire. Et c'est surtout l'intensité d'usage qui va pondérer vos consommations. C'est hyper important de le renseigner parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et si vous avez un pic d'activité en mettant en 2029 et du coup, vous avez une consommation hyper élevée pendant cette année-là, vous allez, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, vous n'allez pas du tout atteindre vos objectifs et il faudra pouvoir le justifier. Et c'est l'intensité d'usage qui va permettre de le justifier. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que sur les 1584 données qu'on a données, ça, c'est les données qui permettent de choisir son année de référence. C'est-à-dire, effectivement, on ne va pas télédéclarer 1584 données sur un bâtiment, mais par contre, on a besoin des 1584 données pour bien choisir son année de référence. En fait. Quel est le coût d'un tel système? De quoi avez-vous besoin pour chiffrer? Alors, le coût d'un tel système, il varie vraiment du périmètre qu'on va choisir Citron, si on va aller simplement sur des données fournisseurs ou distributeurs, ou si on va en plus sur de l'IoT. De quoi est-ce qu'on a besoin de chiffrer? On a besoin vraiment que vous nous contactiez et que vous nous parliez de votre parc. Vous allez parler avec un ingénieur commercial et il pourra vous donner un chiffrage adapté. Oui. Alors, savez-vous si une serre horticole entre dans le champ du décret tertiaire? Alors, Marc Ayrault, il l'a mis dans son FAQ, je crois. Il avait dit que quand c'est de l'horticulture, ça ne rentre pas dedans. Mais par contre, si c'est une serre, par exemple, dans un zoo ou dans quelque chose qui va être du coup de l'ordre du tertiaire, dans le sens où on paye sa place pour aller visiter la serre, dans ce cas-là, ça va rentrer dans le cadre du décret tertiaire. Mais l'horticulture, ça ne rentre pas. Oui, parce que le champ, c'est une extraction de matière première, donc voilà. Exactement. Votre logiciel permet-il de traiter le parc de véhicules d'une entreprise? Connexion plateforme, oui, tout à fait. On va se connecter aux données totales et on fait la même chose le même exercice que sur l'énergie, mais avec les véhicules. Exactement. Les données de consommation dans les factures sont-elles assez précises pour le décret tertiaire? Oui, c'est la source de référence en fait. Dans le cadre du décret tertiaire, c'est les factures. On part vraiment du principe que la facture est la vérité absolue. Donc, en gros, votre compteur fait foi, il faut bien que quelque chose fasse foi. Donc, les compteurs étalonnés par Enedis font foi pour votre décret tertiaire. Alors, une question de Sylvain. Bonjour, comment vous faites pour récupérer et intégrer dans le SME toutes les consommations d'énergie depuis 2010? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se greffer chez les fournisseurs. C'est-à-dire que nous, on a juste besoin de l'identifiant de votre fournisseur. Et nous, en fait, on va récupérer toutes les factures qui sont accessibles sur ce fournisseur-là. Et ensuite, elles vont être automatiquement rajoutées sur les différents bâtiments. Et du coup, l'ensemble de votre parc. Alors, comment récupérer la complétude des factures lorsque les changements de fournisseurs ont lieu, notamment depuis la déréglementation? Le seul point permanent de consommation reste Enedis. N'est-ce pas uniquement avec Enedis qu'il faut traiter? Alors, c'est en discussion, donc on va voir, théoriquement, Enedis devrait être valable comme données de consommation. Maintenant, si vous avez changé de fournisseur, c'est important si vous changez aujourd'hui de fournisseur de vérifier que vous avez bien toutes les factures. Vous pouvez quand même contacter votre ancien fournisseur, voir s'il peut vous fournir la donnée. Parfois, c'est vrai qu'ils vous les font payer, donc ils pour rééditer les factures, c'est parfois quelques euros pour éditer chaque facture. Donc, ça peut être effectivement payant. Ça, c'est pour toi. Donc, quel coût pour une collectivité pour ce type d'outil? On reste sur la même réponse que tout à l'heure. Ça dépend vraiment en fait, de la taille de la collectivité. Si on parle d'une mairie, si on parle d'une région, on n'est pas du tout sur le même nombre de bâtiments, mais en fait, il faut raisonner plutôt au nombre de points de livraison du. C'est ça. Ouais. Après, de toute façon, si vous êtes intéressé, on peut vous contacter. Et après, nous, on fait en fonction de la typologie du bâtiment, du parc, etc. Parce que ça varie assez d'un client à l'autre, entre guillemets, dans le sens où ça dépend vraiment de la densité du parc. Voilà. Alors, je suis pour une telle plateforme, mais faites-vous un audit technique, énergétique, terrain? Et est-ce que les centres commerciaux sont concernés? Alors, pour vous répondre, M. Diaz, notre expertise, elle est poussée sur deux domaines. Donc, on a effectivement la plateforme et on fait l'audit énergétique réglementaire. Maintenant, c'est deux prestations qui sont bien séparées. Vous pouvez opter pour faire auditer tous vos bâtiments et en même temps avoir la plateforme Citron, ce qui est bien entendu l'idéal pour créer un plan d'action parfait pour le décret tertiaire. Est-ce que les centres commerciaux sont concernés? Oui.
peut-on commencer à saisir les données dans Operate? Alors, Operate, actuellement, ils ont sur le site, on ne peut pas faire grand-chose, on peut se loguer et on peut consulter l'ensemble de du coup, leur roadmap, donc les fonctionnalités qu'ils vont ajouter par trimestre. Donc, pour l'instant, ce n'est pas ouvert. Moi, j'ai envoyé un mail à l'ADEME en leur demandant si c'était possible d'avoir du coup ce qu'on appelle une sandbox, un bac à sable, c'est-à-dire un début d'API qui va nous permettre, nous, de greffer notre outil dessus et de pouvoir faire des tests, en fait. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Alors, la compétence souhaitée pour l'assujetti référent si on choisit l'option SME. La compétence pour l'assujetti référent, ben, je pense qu'il faut qu'il ait quand même alors même si on a un système de management de l'énergie, comme vous l'entendez comme Citron, il faut quand même qu'on ait des compétences en interne ou alors qu'on se fasse accompagner. Donc, on est obligé d'avoir un energy manager qui soit internalisé ou externalisé. L'idée, c'est quand même qu'il faut faire un plan d'action. La plateforme, elle analyse vos consommations, elle peut détecter les dérives de consommation, les dérives contractuelles, mais on ne peut pas faire un plan d'action, elle ne peut pas deviner automatiquement tout le plan d'action, donc il y aura forcément à un certain moment une brique humaine qu'il faudra rajouter. Il faudra aller forcément sur le terrain et développer le plan d'action. Bonjour. L'année de référence est par bâtiment ou pour un parc de bâtiments immobiliers? Alors non, l'année de référence, en fait, pour optimiser, on va la prendre par bâtiment, mais on ne va pas la prendre sur l'ensemble du parc, car ça serait trop... sauf si, après, peut-être dans le cadre d'un site, par exemple, là, dans ce cas-là, on va prendre une année de référence pour l'ensemble des bâtiments du site, mais par contre, sur tout un parc, on prend vraiment par bâtiment. Alors, que signifie RCU? Ça veut dire réseau de chaleur urbaine. Il y en a un dans quasiment chaque ville. Donc, chacun ses propriétés. C'est ça qui signifie. Donc, en fait, c'est que la chaleur. Ça pourrait être un peu comme le gaz, hein, mais là, c'est vraiment que la chaleur. C'est pour ça qu'on a choisi cette énergie-là, parce qu'elle est relative que au fait. Effectivement, ouais. Stéphanie Ouerou, bonjour Stéphanie. Pour une société qui dispose de plusieurs sites, on peut prendre des années de référence différentes par site. Pas oublier de prendre la même année de référence pour tous les sites. Non, effectivement, c'est même conseillé de ne pas prendre la même année de référence pour tous les sites. L'idée, c'est que chaque site va avoir en fait une année la plus énergivore, ramenée bien sûr à la consommation unitaire. Donc, il faut sélectionner absolument une année de référence par site. Si on choisit Excel, quel est le niveau attendu pour l'assujetti référent? En fait, le niveau, le niveau, il n'est pas forcément important. Moi, je pense que c'est plus en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on peut faire Excel, par exemple, comme on disait, pour un bâtiment simple. Ça va être facile à mettre en place. Pour deux, trois bâtiments, ça va complexifier un peu. Mais en fait, ça dépend vraiment de votre parc de bâtiments. Et après, le niveau attendu, ça veut dire que si on lui fournit un Excel déjà fait avec les précalculs, etc., le niveau n'est pas, non, il faut un niveau extrême quand même. Il faut un niveau avancé. Oui, bien sûr. Ouais. Dans tous les cas, il faut un niveau avancé pour faire le Excel. Après, effectivement, c'est juste de la saisie. Une fois que l'Excel est fait, on peut se débatouiller, mais c'est vraiment compliqué en fonction du volume de données qu'on a à saisir en fait. Alors, pourquoi fichez-vous des données en énergie en kilowattheure primaire et pas en énergie finale? Simplement parce que aujourd'hui, pour comparer les énergies entre elles, on est obligé de les comparer en énergie primaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui jusqu'à présent, avant le décret tertiaire faisait vraiment un foi, c'était l'énergie primaire. Par exemple, pour les DPE, on parlait en énergie primaire. Même pour les audits énergétiques, en début de page, c'était l'énergie primaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on consomme 1 kWh d'électricité, en fait, on en consomme 2,58. Et donc, c'est un petit peu injuste pour les autres énergies qui, quand on consomme, par exemple, 1 kWh de gaz, on consomme bien 1 kWh de gaz. Il n'y a pas de conversion. Donc, pour pouvoir comparer les énergies entre elles, il faut vraiment se rendre compte de la totalité de la chaîne. Et donc, il faut comparer en énergie primaire. Mais sur Citron, on peut afficher la donnée en énergie finale aussi, bien entendu. Du coup, pour la période estivale, une autre référence que les DGU est-elle prise en compte? Impact conso lié à la clim. C'est les DJE. C'est les DJE, du coup. Ouais. En fait, les DJU, il y a les DJU chauds et des DJU froids. Ouais. Donc, ça va dépendre de la référence de température, hein, mais généralement, la base, c'est 18 degrés. Est-ce qu'elle est prise en compte? Bien entendu, pour le décret tertiaire, elle sera prise en compte pour l'été, pour le refroidissement. Si j'ai bien compris, mes objectifs d'économie sont sur mon parc
et non par bâtiment de mon parc. Alors, Ça, du coup, les objectifs d'économie, en fait, c'est sur l'ensemble du parc. Et après, ce qui va se passer, c'est que par bâtiment, enfin non, c'est par bâtiment. Et ensuite, quand on a fait vraiment un plan d'action qui nous a permis de faire beaucoup d'économies et qu'on a dépassé, par exemple, les 40%, les 30%, on peut réattribuer sur l'ensemble du reste du parc. En fait, oui, effectivement, la premier objectif, il est par bâtiment. Donc, on raisonne d'abord par unité foncière. Maintenant, si on déploie l'objectif à l'intégralité du parc, on peut réaffecter des économies sur un bâtiment ou sur un autre. Ça, en fait. L'idée, par contre, c'est qu'au niveau du décret tertiaire, un bâtiment qui ne sera pas en accord, qui aura vraiment une mauvaise notation de décret tertiaire, il va être presque invendable, en fait, puisqu'il va falloir faire énormément de travaux. Donc, l'idée, c'est de ne pas négliger totalement un bâtiment au détriment d'un autre. Après, ça peut être des stratégies foncières, hein, mais voilà, il ne faut pas oublier que la valeur énergétique d'un bâtiment, enfin, la valeur patrimoniale d'un bâtiment va être vraiment liée de plus en plus à sa performance énergétique. Donc, voilà. Alors, couloir et vestiaire sont-ils dans le scope? Attends, on va faire celle-là du coup. Couloir et vestiaire sont-ils dans le scope? Oui, oui. Quand on démarre un projet en le reliant à Citron, est-ce que la récupération des données est rétroactive? Récup des années 2015, 2016, 2017. Oui, bien sûr. Nous, quand on intègre des nouveaux clients, en fait, on va récupérer toutes les factures auxquelles on a accès chez leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'on va récupérer, donc là, normalement, ils sont tenus à tenir 5 ans. Donc, c'est au moins 3 ans. Et après, peut-être spécifiquement, les deux, du coup, pour 2016 et 2017, faut peut-être faire une demande spécifique. Après, si vous les avez conservés, on peut intégrer jusqu'à 2010. On a des clients qui ont les données. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Donc, si vous avez les données d'avant, on intègre tout, en fait. Les sites industriels disposant d'une partie bureau ou logistique de plus de 1000 m² sont-ils soumis? Et si oui, comment extraire les consommations de ces bâtiments uniquement? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Oui. Alors oui, vous êtes bien soumis. Et si vous n'avez pas d'historique de consommation, il va falloir mettre du sous-comptage dès à présent, très rapidement même. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir aller faire ça de manière rétroactive en appliquant des ratios de consommation. Par rapport à la surface. C'est aussi par rapport au début. Donc, on peut reconstituer, c'est dans le projet en plus arrêté qui va sortir là, on peut reconstituer les consommations de ces surfaces tertiaires et il ne faut pas les exclure et penser que parce que le bâtiment est industriel, ça ne va pas tenir compte. Non, vous êtes bien inclus pour les sites-là. Alors, quelle est la date limite pour déclarer son année de référence? Moi, je pense que ça va être septembre, ça va être comme l'année. C'est 30 il y a 31 jours en septembre. C'est fin septembre, septembre 2021. Ouais. On vous conseille bien entendu de l'anticiper, de le faire avant parce que c'est pas du tout simple de calculer une différence. Alors, je ne sais pas comment Opérat va le faire, mais dans l'idée, de toute façon, ça sera, à mon avis, il y aura 2 étapes, donc déclaration de l'année de référence et déclaration du coup de l'année 2020 du coup. Et pour ça, alors soit ils vont le faire au même. Je pense que ça va être en septembre. On fera les deux d'un coup. La majorité, la date limite, ce sera en septembre. En septembre. Quelles autorisations sont requises pour aller récupérer les infos de consommation chez les fournisseurs d'énergie? Normalement, les autorisations, alors après, ça dépend. Parce que sur les distributeurs, par exemple, pour les courbes de charge, il faut des mandats. Mais pour le cas simple, en fait, c'est juste les accès, en fait, les identifiants. Pas d'autorisation particulière. Même nous, quand on appelle des fournisseurs, il faut souvent mettre le client en copie quand on demande des factures qui seraient manquantes. Ouais. Mais il n'y a pas. Alors, c'est pas comme le distributeur. Hein. Le distributeur, c'est différent. Là, il faut un mandat. C'est d'ailleurs, c'est même vous qui le signez, donc il n'y a pas trop de soucis. Pas d'autorisation particulière. Ouais. Y aura-t-il une API pour charger les données? Alors, le principe d'Opérat, c'est qu'en fait, Opérat va fournir une API normalement et effectivement, on pourra charger les données. Donc, l'idée, c'est normalement, alors eux, ils parlent sur les lots, sur la description des lots, des fonctionnalités qu'ils vont faire. Ils parlent d'un import Excel ou d'un import CSV. Donc, potentiellement, ça veut dire qu'il faudra formater les données. Le format attendu pour Opérat et vous pourrez envoyer du coup un fichier directement. Et nous, le SME, on fera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on utilisera leur API pour envoyer les données directement de Citron à Opérat. Alors, s'il manque une facture dans l'outil Citron, nous pouvons la récupérer et vous pourrez l'intégrer. Bien entendu, Stéphanie, si vous manque une facture, on gérera la situation, il n'y a pas de souci.
comment devons-nous traiter les bâtiments en copro mixte pour lesquels le cumul des surfaces tertiaires dépasse les 1000 m²? Qui déclare des consos sur Opérat? Alors, il y aura toujours quand même la notion du propriétaire. Copropriétaire, effectivement, il va falloir se mettre d'accord toujours sur l'assujetti référent. Donc, vous serez assujettis tous ensemble. Donc, il y aura vraiment cette notion d'assujetti référent qu'il faudra définir probablement dans une réunion de copropriété. Et une fois que cet assujetti référent est choisi, il renseignera toutes les consommations sur Opérat. Effectivement. Les opérateurs de l'État, donc établissements d'enseignement supérieur, renseignant déjà les plateformes RT OAD dans le cadre du SPSI, doivent-ils renseigner Opérat pour le décret tertiaire? Normalement, oui, parce que tous les bâtiments sont assujettis et vous allez être obligé en fait, de renseigner vos consommations sur Opérat. Je ne sais pas exactement, moi je ne connais pas exactement le cas du SPSI, mais je sais que tous les bâtiments sont assujettis et même ceux qui renseignent déjà les consommations. Est-ce que les bâtiments qui font plus de 1000 m² et dont la majeure partie constitue de laboratoires d'analyse et de testing, très peu de bureaux, sont quand même assujettis au décret? Alors oui, même un laboratoire est assujetti au décret tertiaire avec des indicateurs qui lui sont bien entendu spécifiques. Que peuvent être les composantes use en fonction de l'activité? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors, il va y avoir par exemple. La restauration, ça va être par exemple les couverts, l'hôtel, ça va être la nuitée, les bureaux, ça va être la densité d'occupation, c'est-à-dire en fait, le taux d'ouverture. On va avoir aussi le nombre de bureaux par mètre carré, la surface. Il peut y avoir beaucoup de composantes. En fait, il va y avoir un seul indicateur d'intensité d'usage, il va y en avoir plusieurs. Ça va être une formule type 1 kWh étalon qu'on va multiplier et diviser par différents facteurs pour retomber sur notre estimation. Bonjour, je ne comprends pas comment vous arrivez à 1184 données au minimum pour un bâtiment. On a une facture fluide par mois multipliée par le nombre de fluides différents, non? Oui, mais en fait, alors nous, en fait, je répète ce qu'on a déjà dit, en fait, c'est que l'ensemble de ces données-là, en fait, c'est ce qui nous permet d'aller trouver notre année de référence. Et donc, notre année de référence, en fait, potentiellement, on peut la chercher sur les 10 dernières années. Donc, c'est pour ça que ça se multiplie par 11 années, donc de 2010 à 2020. Après, si on part du principe aussi que sur une facture par fluide, sur une facture, on récupère 3 données. On récupère la donnée de consommation, on récupère la donnée de début de facture et la fin de facture. Donc ça, on est obligé de le faire pour la vérification de la facture. Donc là, on est obligé de saisir au moins 3 données par facture. Donc si on a 2 fluides et on a 10 ans fois 12 mois, ben voilà, je vous laisse calculer, ça chiffre en fait très très vite. Et si on arrive à 1584, on est conservateur. Maintenant, il peut y avoir un bâtiment qui est assez spécifique, qui a que de l'électricité, dont la surface ne bouge jamais et qui pourra faire moins, mais à mon avis, ce sera rare pour un bâtiment de 1000 m² qu'il ait moins de 1000 données à utiliser pour calculer une année de référence. Ouais, effectivement. Ouais. Et puis les DGU, bien sûr, sur 10 ans. Il y a une question sur les DGU juste après. Comment pouvons-nous trouver les DGU applicables? Nous avons des bâtiments à différentes altitudes, stations de ski entre 1000 mètres et 3000 mètres. Les DGU ne peuvent être les mêmes. Non, alors effectivement, en fait, du coup, sur le décret tertiaire, sur l'arrêté, il est décrit que on prend la station météo départementale, mais après, dans des cas spécifiques, on peut aller chercher des stations du coup qui correspondent. En fait, l'idée c'est de prendre la station dont l'altitude est à la même que le bâtiment concerné. Donc idéalement, sachant que ça pour les récupérer, alors c'est un peu, on peut se rapprocher du coup de Météo France. Il y a plusieurs sources de données. Il y a plusieurs sources de données en fait. Ouais, le climat, il y a plusieurs sources de données. On peut éventuellement aussi payer Météo France pour récupérer toutes les données sous format uniformisé avec toutes les stations de France. Écoute, des altitudes, ça va être traité quand on renseigne en fait l'adresse automatiquement. Forcément, on renseigne aussi. En fait, c'est des zones géographiques, climatiques qui définissent justement bien, qui tiennent compte de l'altitude. Après, nous, typiquement, sur notre plateforme, par exemple, quand vous allez nous donner une facture d'un bâtiment, nous, avec l'adresse, on va la géolocaliser. Et donc, avec la longitude, latitude, on est capable de connaître l'altitude
de ce bâtiment-là. Et automatiquement, les DGE qui vont être pris, ça va être la station, donc la météo la plus proche. Et après, nous, justement, on est en train de travailler du coup, dans le cadre du décret tertiaire où on va devoir un peu ajuster au niveau des stations météo. On va voir comment est-ce qu'on peut rajouter une station météo ponctuelle pour un type de bâtiment particulier. Donc, dans votre cas, par exemple, ça serait très utile vu que vous avez des bâtiments, par exemple, en station. Alors, pour la une référence, nous parlons beaucoup des factures à récupérer auprès des fournisseurs. Mais est-ce qu'il est possible d'utiliser les feuillets de gestion du fournisseur dans le cas où on n'arrive pas à récupérer les factures? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la facture, vraiment, elle fait foi. On n'a pas eu le détail exact là-dessus. Moi, je pense que ça peut éventuellement peut-être être utilisé, mais il va nous falloir une confirmation par M. Leroux parce que là, je ne saurais pas exactement. Si vous nous proposez votre question sur Citron, énergie.citron, non, c'est le site, citron.io, dans la FAQ, soit vous aurez la réponse, soit vous pouvez la poser si elle n'est pas déjà posée. N'hésitez pas, monsieur. Du coup, On va continuer encore un petit peu, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. Après, n'hésitez pas, du coup, vous avez nos contacts. C'est-à-dire que bon, pour la partie questions un peu plus décret tertiaire sur la partie énergie management, etc., c'est plus Vincent. Après, si vous avez des questions un peu plus techniques, comment Citron s'interface avec Operat ou comment Operat fonctionne d'un point de vue technique, vous pouvez envoyer un mail directement ou me contacter sur LinkedIn. Du coup, on va en prendre encore quelques questions. Ça, on l'a fait. Alors ça, là, on n'a pas encore fait. Le taux d'occupation par bureau, il n'y a pas de pointage. Alors, effectivement, sur un grand bâtiment, il n'y a pas forcément de pointage. C'est parfois un petit peu difficile. L'idée, c'est quand même qu'on récupère en gros l'occupation. Et c'est important quand même de définir des plages horaires d'occupation. Hein. On est obligé. Et puis même s'il y a des horaires et le nombre d'occupants, du coup, densité. Du coup. Alors, l'idée, c'est comment est-ce qu'on la récupère? C'est vous qui la renseignez sur Citron. Hein. C'est pas nous qui allons le deviner. Hein. Malheureusement, pas encore la technologie qui permet de faire ça. Voilà. Comment les indicateurs d'intensité d'usage peuvent-ils être vérifiés par Operat? Techniquement, ils ne peuvent pas, oui, pour l'instant. Après, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que s'ils ont prévu quand même, c'est d'avoir des typologies d'intensité d'usage. C'est-à-dire que typiquement, sur un bâtiment type bureau, par exemple, s'il y a un trop gros écart par rapport comment dire, un usage standard qu'ils vont définir, je pense qu'ils vont faire une méthode qui permettra d'alerter du coup, là c'est bizarre, leur intensité d'usage, elle sort en fait de la moyenne. Voilà. C'est comme ça, je pense qu'ils vont pouvoir voir les dérives. À définir. À définir. Ouais. Pouvez-vous spécifier de l'utilité de l'IoT au service du décret tertiaire? Quelle solution proposez-vous? Quelle profondeur historique espérez? Alors, l'utilité de l'IoT pour le décret tertiaire, il est double. Première utilité, c'est de faire du sous-comptage. On peut sous-compter pour une zone qui ne serait pas tertiaire, on peut sous-compter pour des véhicules électriques, on peut sous-compter pour différentes choses. Donc là, on parle vraiment de comptage. Et la seconde utilité, c'est la performance énergétique. Avec l'IoT, on peut calculer, en gros, est-ce que notre bâtiment est bien piloté ou est-ce qu'il ne l'est pas. On peut instrumenter des chaufferies, on peut instrumenter des ascenseurs, on peut instrumenter des goûts froids, on peut aller vérifier, même donner l'information à l'exploitant comme quoi la haute pression elle est trop élevée par rapport aux données de température extérieure. En fait, on peut tout imaginer avec l'IoT. L'idée, c'est que justement, on a construit Citron avec l'idée qu'on peut interfacer un petit peu comme on le souhaite et on peut rendre l'objet vraiment utile en exploitant son information, en la visualisant de la manière dont on veut. Si je mets en place une climatisation sur mon bâtiment au cours d'une rénovation après 2020, je dois conserver 40% d'économie d'énergie par rapport à mon année de référence sans climatisation. Oui. Oui. C'est un mauvais temps pour la clim. Ouais, les clims, là, ça va. C'est pas le moment d'investir dans la climatisation. Bonjour, comment vous intégrez les consommations d'énergie depuis 2010 dans votre logiciel SME, une saisie à la main? Alors ça, on l'a déjà répondu, mais l'idée, nous, c'est que tant qu'on nous fournit les factures, on est capable d'intégrer les consommations automatiquement. Faites-vous des plans d'action? Si oui, avec quel niveau de détail et quel type d'action? Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on va faire un plan d'action, oui, bien sûr, nous, on fait des plans d'action. Là, maintenant qu'on va traiter la problématique des critères tertiaires, on va aller faire des actions qui vont aller traiter l'intégralité des actions qui peuvent être faites sur un bâtiment, parce que c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on pourra construire un dossier de modulation, de ces techniques de modulation viables. Donc,
À quel niveau de détail? Le niveau maximal, c'est-à-dire usage, bâti, voilà. Avec quel type d'action? Ça peut être du pilotage d'équipement, donc on peut revoir de la programmation, rénovation de bâti, Ouais. ça peut être Enveloppe. remplacement d'équipements, et ça peut être réagencement des espaces et ou sensibilisation des collaborateurs enfin, je le dis dans chacun des webinaires, mais c'est très important. La sensibilisation des collaborateurs est vraiment pas du tout à négliger pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. En fait, on s'est rendu compte, nous, en faisant des challenges énergétiques sur les bâtiments, que en fait, l'impact des consommations, enfin, l'impact de l'utilisation des équipements par les usagers a un important impact sur la consommation finale. Et donc, l'idée, c'est que si on embarque tout le monde et qu'on sensibilise tout le monde, on peut facilement, je dis facilement, mais ça dépend des secteurs d'activité, hein, mais réaliser 10% d'économie d'énergie, ça se fait assez facilement. Les sous-sols et parkings rentrent-ils dans le cadre du décret? Alors oui, les sous-sols et les parkings rentrent dans le cadre du décret. Il y a une particularité pour les parkings, c'est que si un parking il est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas de surface tertiaire autre, enfin bâti à côté de lui, il est sorti. Par contre, dès lors qu'il est associé à un bâtiment tertiaire, alors il y a même une particularité, c'est que si le parking fait moins de 1000 m² et que le bâtiment fait moins de 1000 m², et ben les deux sont assujettis ensemble. Voilà, on les met tous ensemble. Voilà. Pouvez-vous importer facilement un carnet d'énergie et fluide dans votre plateforme? Oui, donc l'idée, on en revient toujours à nous, notre plateforme, elle nous permet, peu importe le fournisseur, en fait, nous, on va récupérer les factures et on va extraire les données de ces factures-là. Donc, typiquement, si vous envoyez toutes vos factures depuis 2010 en PDF, nous, on est capable de récupérer toutes les consommations. Alors, on est en train de voir, mais il y a malheureusement beaucoup d'autres questions. Je pense qu'on va être obligé de s'arrêter maintenant. Si vous avez des questions en plus, soit vous allez sur la. Alors, juste, je vais réagir à Frédéric Duphard qui nous dit merci. On vous remercie aussi d'avoir été aussi nombreux à participer. Ouais. Si le sujet vous intéresse ou si vous avez des questions complémentaires, soit vous allez sur la FAQ, soit vous nous contactez pour, si vous avez besoin d'informations pour avoir une estimation du coût, comme nous demande une personne. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter. Alors, je ne sais pas si là vous voyez bien l'écran. Ouais, je pense que oui. Attends, je vais zoomer. Vous pouvez prendre nos contacts, ou sinon vous pouvez contacter directement Voilà. citron.io sur notre site internet. Et là, vous aurez notre contact. C'est contact@citron.io. Mais vous pouvez aller sur le site et nous envoyer un email. Donc, si Citron vous intéresse, si vous êtes un peu intrigué, nous, on vous fera une présentation. Et même si vous avez des problématiques particulières, nous, ça nous intéresse. On passe notre vie à traiter ce décret tertiaire, donc on commence à avoir une expertise assez poussée dessus. Donc, on sera. Alors, d'abord, sur notre FAQ, il faut savoir qu'il y a vraiment 95% des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Ouais. Maintenant, si vous avez vraiment une particularité, vous nous appelez et on vous explique. En attendant, merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas, dans 15 jours, on va parler d'audit de modulation. C'est important la modulation parce que si vous pouvez faire un peu moins d'économie parce que c'est justifié, c'est toujours ça à apprendre. Donc voilà, je ne sais pas encore par qui ça va être donné, mais ça va être bien comme d'habitude. Oui. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Tu avais une slide.